Merci beaucoup à vous de vous être rejoints à nous pour cette session sur Windows Azure. On va démarrer pour des questions de timing, même si je sais qu'on attend encore quelques personnes. On va commencer tout de suite la session. Donc, je suis Arnaud Xtache. Je suis en charge des ventes de l'offre Windows Azure en France. Et je suis venu avec grand plaisir vous parler de notre solution de cloud computing ici à Casa pour Microsoft Maroc. Comme vous le savez, qui a déjà entendu parler de Windows Azure? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà dans la salle Windows Azure? Ça vous dit quelque chose? Oui. Il y a quand même 3-4 personnes, ok. Et le cloud computing, vous êtes familier avec le cloud computing? Oui, vous avez regardé? Ok. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction quand même dans laquelle je vais redéfinir un petit peu les différents termes et les différentes couches du cloud computing. En toute humilité, c'est ce que j'ai compris, c'est ce qu'on a découvert et comment aujourd'hui on voit le cloud computing chez Microsoft. Et puis ensuite, on parlera de la plateforme Windows Azure, plus en détail. On verra les différents composants, on verra les services que ça peut rendre, comment ça fonctionne. Pas spécialement d'un point de vue très très technique, puisque moi je suis plutôt, si vous voulez, comme un ingénieur commercial, donc plutôt commercial. Mais quand même, on va aussi passer un peu de temps sur les scénarios pour que vous puissiez savoir et bien comprendre à quoi peut servir Windows Azure, à quoi ça peut vous servir vous dans votre entreprise ou vous en tant que partenaire Microsoft pour délivrer des nouveaux services chez vos clients. Donc ça peut servir aussi bien pour l'informatique interne que pour l'informatique de clients pour lesquels vous allez préparer des solutions. Et puis ensuite, on parlera quand même un petit peu du pricing, donc de comment on vend Windows Azure et de ce que ça coûte et à quel point c'est intéressant d'un point de vue financier. Donc, pour démarrer un petit peu cette présentation, ce que je vous propose, c'est de se remémorer un petit peu quelques grandes étapes de l'informatique. On sait qu'à peu près tous les 10 ans, il y a des grands changements structurels, des grands paradigmes qui apparaissent. Dans les années 70-80, c'était le mainframe, donc c'était vraiment la grosse machine qui allait délivrer en général beaucoup de données à plutôt des clients un peu légers qui étaient installés dans des entreprises plutôt de finance ou de santé, etc. Et puis ensuite est venu le client-serveur. Le client-serveur, donc là, c'est plutôt une architecture avec des serveurs dans l'entreprise et des ordinateurs et des postes clients sur lesquels il pouvait y avoir de l'intelligence, plus d'intelligence que dans la partie mainframe. Et donc, on allait commencer à développer des applications qui tiraient profit de l'intelligence et de la ressource de la machine de l'utilisateur. Donc c'était vraiment une révolution dans laquelle Microsoft est toujours très présent. Et puis on a vu l'arrivée du web dans les années 2000, donc le World Wide Web tel qu'on le connaît aujourd'hui, les pages web. Et puis en 2003-2005, on a commencé à avoir des usages un petit peu différents. Les entreprises ont commencé à avoir des applications disponibles via Internet. Ils ont commencé à donner accès à l'email à l'extérieur de l'entreprise, et puis donner accès à des applications internes d'entreprise en scénario de mobilité. Donc on a eu une ouverture qui a été tout à fait intéressante et qui a généré des nouvelles applications et des nouveaux modes de consommation de l'information. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des nouvelles capacités qui sont disponibles d'un point de vue informatique et qui peuvent être utilisées par les utilisateurs pour consommer les applications d'une manière un petit peu différente. C'est un changement qui n'est pas un changement qui va arriver, mais c'est un changement qui est arrivé. Donc ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain, c'est quelque chose qui est concret aujourd'hui, sur lequel nous on travaille beaucoup chez Microsoft, et on n'est pas les seuls. Il y a aussi d'autres nombreux acteurs qui travaillent sur ces solutions aujourd'hui. Quels sont les challenges qu'on remarque, notamment en France, aux États-Unis, certainement aussi au Maroc, dans l'informatique aujourd'hui, et surtout pour les directeurs informatiques des grands comptes? Eh bien, on se rend compte que plus ça va, plus on fait face à une consumérisation de l'IT. Alors, la traduction n'est peut-être pas très bonne, mais en fait, plus l'expérience informatique qu'on a chez nous est quelque chose qu'on veut répéter dans l'entreprise. On l'a vu par exemple avec l'arrivée d'Internet, on l'a vu avec l'arrivée des connexions haut débit, notamment en France où les connexions haut débit sont très développées. Eh bien, les gens ont dit aux entreprises, maintenant j'aimerais bien avoir une connexion plus rapide
d'Internet dans mon entreprise. On l'a vu avec l'email. On a un email avec Windows Live Hotmail qui est extrêmement riche. On a aussi une expérience avec Outlook qui est extrêmement riche et c'est plutôt ce que les utilisateurs veulent. On le voit aussi avec la partie des téléphones mobiles. Plus ça va, plus les utilisateurs en entreprise veulent une expérience de mobilité qui soit proche de ce qu'ils peuvent avoir personnellement. On l'a vu avec l'iPhone, on le voit aujourd'hui avec le Windows Phone, etc. Et on sait qu'en 2014, il y aura une parité d'utilisation et d'accès à l'information et d'accès aux applications, aussi bien en mode PC qu'en mode smartphone dans l'entreprise. Donc pour les DSI, c'est un challenge à prendre en compte, le fait de faire rentrer cette innovation dans l'entreprise pour pouvoir délivrer les services qui sont attendus par leurs utilisateurs. Ceci est lié aussi au fait que 84% des entreprises ont une force de travail mobile. Cette force de travail, ça peut être des commerciaux, ça peut être des techniciens, ça peut être des chauffeurs, ça peut être tout un type différents types plutôt de personnes qui vont être mobiles et qui vont avoir besoin d'accéder à l'information pour valider des process, pour consommer de la data, etc., etc. D'un autre côté, un autre challenge pour les décideurs informatiques, c'est le fait qu'ils ont investi dans une infrastructure informatique, notamment à l'époque du client-serveur, et puis plus ça va, plus ils ont investi dans ce qu'on appelle les data centers, donc beaucoup de serveurs dans un même endroit, qui consomment de l'électricité, qui consomment de la climatisation, qui ont besoin de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en fait, qui, pendant ces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien souvent, ils sont prêts, ils attendent une tâche, mais la tâche, elle n'arrive pas. Donc ils sont idle, ils sont en attente. C'est de la capacité qui ne sert à rien. C'est entre guillemets de la capacité qui est gâchée 85% du temps. C'est-à-dire que tout est là, tout est prêt. En général, avec le mode client-serveur d'il y a une vingtaine d'années, on avait l'habitude de faire un serveur pour une application. Donc à chaque fois qu'on sortait une application, on rajoutait un ou deux ou n serveurs. Et puis du coup, on se rend compte que l'application, elle n'est pas sollicitée autant que ça, que le serveur, il est un petit peu surdimensionné. Et du coup, sa capacité, elle est un petit peu gâchée, et ça fait beaucoup de dépenses, notamment des dépenses de maintenance. Donc la maintenance au global, électricité, climatisation, maintenance informatique des serveurs, physique, logiciels, c'est 70% du budget des directeurs informatiques des grands comptes. Donc on a vraiment un ensemble de challenges qui sont pas évidents à gérer, et pourtant on a une informatique qui évolue, et qui nous permet aujourd'hui d'imaginer qu'on pourrait avoir des réductions de coûts, on pourrait avoir une informatique plus flexible, plus agile, on pourrait mieux répondre aux besoins de mobilité des clients, on pourrait aussi automatiser l'approvisionnement des ressources, donc être plus productif. Et arriver à faire tout ça avec une informatique qu'on pourrait payer à l'usage, c'est-à-dire, j'ai consommé telle ressource pendant tant de temps, je la paye, si je la consomme plus, je l'utilise plus, je ne la paye plus. Ça, ce serait très intéressant. Le fait, via l'automatisation, de pouvoir avoir accès à du self-service, donc de pouvoir dire, aujourd'hui, à telle heure, je veux lancer un nouvel extranet pour faire une étude marketing auprès de mes fournisseurs. Je vais aller sur mon portail d'entreprise, je vais déclencher une ressource pour avoir un nouvel extranet, et automatiquement, tout va être provisionné pour moi, et je vais payer, moi, marketing, soit mon partenaire informatique qui peut être interne, soit mon partenaire informatique qui peut être externe, uniquement en fonction de ce que j'aurais consommé pendant le temps où je l'aurais consommé. Et en plus de ça, si jamais d'un seul coup j'ai besoin de beaucoup, je vais pouvoir avoir une réponse élastique qui va correspondre à ma demande et qui va s'adapter automatiquement à ce dont j'ai besoin. Donc du coup, je vais pouvoir être plus efficace, je vais pouvoir évidemment mieux travailler, être plus productif dans un environnement qui va s'auto-adapter à mes besoins. Et ça, en fait, c'est pas vraiment que du rêve, évidemment, ça paraît un petit peu, vous vous dites, c'est gentil, la personne de Microsoft, elle nous propose un monde qui est formidable, mais est-ce que vraiment ça existe ? C'est pas vraiment que dans les rêves, etc. C'est aujourd'hui une réalité avec la partie cloud computing. Donc pour ceux d'entre vous qui étaient dans la session sur la partie environnement de développement que Damien Rossignol a animé hier, vous avez déjà un petit peu vu ces parties-là, donc je vais passer un petit peu rapidement, mais c'est quand même important d'appuyer sur les bases et d'être sûr qu'on parle bien de la même chose. Le cloud computing aujourd'hui, c'est quoi ? C'est très tendance. En anglais, on dit hype, donc c'est très hype. Tout le monde en parle. Tout le monde met tout et n'importe quoi derrière. Donc je vais essayer un peu de simplifier l'approche. Alors ce ne sera pas exhaustif, puisqu'on parle de tout
as a service aujourd'hui. On parle d'infrastructure as a service, mais on parle aussi de business process as a service, on parle de workflow as a service. On parle même chez Microsoft maintenant, pour englober tout ça, de IT as a service. Mais quand même, il y a quand même une entente générale sur le marché pour dire que le cloud computing, c'est quand même 3 couches. C'est l'infrastructure as a service, la plateforme as a service et le software as a service. L'infrastructure as a service, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir avoir accès à de l'infrastructure hardware, virtualisée ou non, en général quand même virtualisée, à la demande. C'est extrêmement standardisé. Évidemment, les fournisseurs ont fait des économies d'échelle, et donc du coup, ils ne proposent qu'un certain nombre de machines. Chez Amazon, par exemple, vous allez avoir 6 machines. Alors c'est différent d'un hébergeur. L'hébergeur, vous allez pouvoir lui dire, moi je veux ma machine, la machine d'Arnaud, je veux que ce soit un Octo Pro de 14 Go de RAM, etc. Donc vous allez attendre 3 semaines ou 1 mois pour avoir la machine qui va être livrée chez l'hébergeur. On déballe le carton, tournevis, on l'installe, on met une étiquette, c'est la machine d'Arnaud, et c'est dans un data center sécurisé, il faut des credentials, il faut un login mot de passe pour ouvrir la porte, etc. En mode cloud computing, on va être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide, on va être moins cher, mais on va être moins custom, on va être moins dans le fait de pouvoir choisir ce qu'on veut précisément. C'est-à-dire que on va proposer un certain nombre de machines, par exemple 6, disponibles à la demande, via un portail Internet, en 10 minutes. Par contre, je suis obligé de prendre une des 6 machines en question. Quand je dis 6 machines, c'est 6 machines type, mais qui sont multipliées par 10 000 chacune. Et je vais pouvoir en prendre 2, 3 N qui m'intéressent. Je ne pourrais pas mettre mon nom dessus. Je ne saurais pas exactement où est ma machine. C'est dans un data center du fournisseur. Bien souvent, c'est virtualisé, donc c'est une machine virtuelle qui va être, elle, sur une lame, dans un rack, dans un data center quelque part. Mais l'avantage, c'est qu'elle me coûte beaucoup moins cher, qu'elle est disponible à la demande, 24 heures sur 24, et que je vais pouvoir l'avoir en 10 minutes. Donc ça, c'est l'infrastructure as a service. Qu'est-ce que je fais avec de l'infrastructure as a service? Eh bien, c'est assez simple. Si j'ai un directeur financier qui vient me voir et qui me dit j'ai besoin d'une nouvelle application, d'un nouveau service de note de frais, eh bien, je vais pouvoir créer cette application moi-même ou la faire développer par quelqu'un et installer chez moi un OS, une base de données, mon application, packager tout ça dans une machine virtuelle et je vais aller pouvoir uploader ma machine virtuelle dans mon infrastructure que j'ai achetée via un portail web. Ça, c'est de l'infrastructure as a service. Après, je vais monitorer ma machine virtuelle, je vais la manager. À l'intérieur, je vais manager mon OS, je vais manager ma base de données, le tout pour rendre mon service de note de frais. La partie plateforme as a service, c'est comme l'infrastructure as a service, où on a créé une couche d'abstraction sur le hardware. Mais en plus de ça, par-dessus, on crée une couche d'abstraction sur l'OS et la base de données. C'est-à-dire que la plateforme as a service, c'est le fait de pouvoir consommer via un portail web, en mode automatique, directement des instances d'un operating system server et d'une base de données. On va aller sur le portail azure.com et on va dire « Bonjour Microsoft, est-ce que vous pouvez me provisionner une instance comme une instance d'un Windows Server ?» Sauf que là, ça s'appelle Windows Azure parce que ça marche via Internet, parce que c'est complètement virtualisé, complètement automatisé. Mais est-ce que vous pouvez me donner une instance de ce Windows Server qui s'appelle Windows Azure, qui est prêt pour moi dans les 10-15 minutes? Et nous, on va vous en donner une, 10, 250, si vous voulez, que vous allez pouvoir utiliser pendant 1 heure, 2 heures, 3 semaines, 3 mois. Ça, c'est toute la valeur, et là, il n'y a pas que Microsoft qui le pense. Hein. La raison pour laquelle Google, avec Google App Engine, a une plateforme as a service, la raison pour laquelle VMware s'est allié avec Salesforce pour faire quelque chose qui va s'appeler, parce qu'on ne peut pas dire que ça existe vraiment encore, c'est plutôt des annonces depuis 1 an, VMforce, etc. Tout le monde y va parce qu'on sait que c'est là qu'il y a le plus de services qu'on peut vous rendre. À vous, partenaires, et à vous, clients. C'est là où nous, le fait de vous proposer une plateforme qui va être monitorée par Microsoft et managée par Microsoft, eh bien c'est là où on vous rend le plus de services. En plus, pour un coût extrêmement intéressant. Donc, infrastructure as a service, je fais ma VM, je la mets sur une couche d'abstraction hardware et je la monitore, je la manage. Plateforme as a service, une couche supplémentaire, couche d'abstraction OS, base de données, je ne m'occupe que de mon application et je l'installe sur un OS disponible à la demande avec une base de données disponible à la demande. Le software as a service ou le SaaS, je pense que ça tout le monde connaît,
c'est Hotmail, c'est Gmail, c'est Salesforce.com, c'est Dynamics CRM Online, c'est des choses comme ça, qui sont en fait un logiciel disponible à la demande dans un browser et qui est un peu conçu comme une commodité. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser quelque chose qui est assez général, je pourrais le paramétrer. Quand je vais dans les options, il y a un certain nombre d'options. Je peux cocher, décocher, mais je ne peux pas le customiser. Je ne peux pas développer quelque chose pour pouvoir aller modifier l'offre que j'ai dans du software as a service. La diapositive suivante, que vous avez peut-être déjà vue hier, reprend ce que je viens de dire en expliquant où se trouvent les responsabilités, qui doit gérer quoi, en fonction des différents modes cloud ou non cloud. Donc en mode informatique traditionnel, si on vient me voir et qu'on me dit on aurait besoin d'un nouveau service de note de frais, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Oui, pas de problème. Je vais m'occuper du réseau, je vais m'occuper de mettre des serveurs en place, je vais m'occuper d'installer un OS, une base de données, de faire fonctionner tout ça avec du middleware et d'installer mes données, mon application par-dessus. Si vous travaillez ou si vous décidez de utiliser ou de, je vais dire leverager, le mot ne vient pas en français, mais de tirer profit du IaaS, de l'infrastructure as a service, dans ce cas-là, vous allez faire appel par exemple à Amazon et vous allez dire, via Internet, je vais sur la plateforme Amazon, je prends des machines et moi, je vais aller faire ma VM, ma base de données, la poser chez Amazon, la monitorer, m'en occuper. Dans ma VM, j'ai mon application et je rends le service qu'on m'a demandé. Sur la partie plateforme as a service, eh bien, comme vous voyez, on monte d'un cran. Et du coup, je ne m'occupe pas de mon infrastructure, je ne m'occupe pas de mon OS, je ne m'occupe pas de ma base de données, je m'occupe uniquement de mes données, de mon schéma de base et de mon application. Et ça, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est là où, de toute façon, j'ai toute ma valeur, dans le fait de pouvoir rendre un service avec une application spécifique et qui gère les données. Pour le software as a service, c'est le fournisseur qui va prendre tout en charge jusqu'à délivrer un logiciel, un service, au travers d'un browser. Pardon. Un des exemples qui est assez simple à comprendre et qui matérialise, je trouve, extrêmement bien la valeur du cloud computing, c'est le fait de se dire, voilà, je vais créer une nouvelle application, ma fameuse application de note de frais, et je vais la développer, je vais peut-être la lancer dans différentes régions ou dans différents pays, peut-être d'abord dans des pays un peu plus petits, Suisse, Luxembourg, des choses comme ça, et puis après le Maroc, et puis après peut-être la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les US. C'est difficile pour moi, si je suis directeur informatique, de prévoir quelle va être la vitesse d'adoption de mon application par mes clients, par mes utilisateurs, que ce soit des utilisateurs internes ou externes. C'est assez difficile de préjuger du succès d'une application. On le voit avec les applications sur Facebook, par exemple, qui se mettent à exploser d'un seul coup. On le voit avec des applications internes qui, des fois, vivotent ou prennent beaucoup de temps à démarrer, résistance au changement, etc., etc. On voit avec les applications iPhone ou Windows Phone, mais il y en a qui marchent très bien, il y en a qui ne marchent pas, il y en a c'est un feu de paille, il y en a qui durent. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir budgéter et prévoir les coûts qui vont être liés à une application. Pourtant, quand je vais commencer une application, si je mets 2 users, en informatique traditionnelle, il va bien falloir que j'investisse peut-être 25 000 euros, 50 000 euros avec des serveurs pour pouvoir faire tourner mon application. Et puis, comme je pense qu'elle va fonctionner, eh bien, je vais quand même prévoir une certaine charge. Et donc, je vais avoir un investissement qui va être assez important. Et puis, quand j'arrive potentiellement à 50% de la charge, je vais passer en commission budgétaire et puis je vais réinvestir 25 ou 50 000 euros pour avoir une charge supplémentaire pour pouvoir adresser les besoins de mes utilisateurs. Donc là, je vais avoir quand même investi une certaine somme pour pouvoir lancer mon application. Et puis, d'un seul coup, mon application, elle se met à fonctionner extrêmement bien, sauf que je n'ai pas le temps de repasser en commission budgétaire ou que j'ai un collègue qui a réussi à faire passer son projet avant le mien, et donc je n'arrive pas à avoir les fonds supplémentaires pour pouvoir déclencher la marche dont j'aurais besoin pour répondre à mes clients. Donc du coup, je suis en sous-capacité. Je ne peux pas répondre. Je génère de l'insatisfaction, il y a des temps de latence, les utilisateurs ne sont pas contents, etc. Et puis après, mon application arrive à maturité, donc c'est bien. J'ai fait les investissements qui vont bien, sauf que les investissements, je ne peux pas les rendre. C'est difficile d'appeler Dell ou HP et de leur dire « Salut, je vous avais acheté 27 serveurs, je vous en rends 20 parce que j'en ai plus besoin que de 7. » Donc du coup, vous êtes parti en mode
amortissement, et là, il faut continuer à amortir, même si la façon dont votre application est consommée, eh bien, elle est très différente, voire même elle baisse. Donc on voit que eh bien, les barrières à l'entrée sont quand même assez difficiles. On a des risques de surinvestissement, donc de gâchis financier. On a des risques aussi de sous-capacité, donc le fait de ne pas pouvoir fournir si d'un seul coup on nous demande de la ressource parce que l'application explose. Et on a le fait que quand on est parti dans un mode amortissement, certes, il faut continuer à amortir. On a prévu d'amortir sur 3 ans, c'est parti sur 3 ans, même si l'application elle n'est plus utilisée. En mode cloud computing, on va avoir potentiellement le même cycle de vie de l'application. Par contre, du fait de l'allocation dynamique des ressources et du fait de l'automatisation, on va pouvoir, quand on en a besoin, demander à avoir des ressources qui viennent correspondre au cycle de vie de mon application. Donc là, évidemment, c'est un petit peu le monde parfait, c'est sûr, c'est des slides, c'est magnifique, mais il faut voir que je peux avoir une application qui va bien marcher dans un pays, puis peut-être pas bien marcher dans un autre quand j'en lance un, etc. Donc la courbe n'est pas aussi parfaite. Ce qui est intéressant avec le cloud computing, c'est que je vais pouvoir augmenter quand j'en ai besoin, coller au plus juste avec les besoins de mon application, ne pas prendre le risque d'avoir de sous-capacité, je vais payer ce que j'aurai consommé, et je n'aurai pas besoin de rester en mode amortissement avec un paiement d'une application qui est en fin de vie, si en fait elle est plus consommée. Donc ça, c'est un monde un petit peu parfait, mais c'est ce vers quoi on tend, et c'est ce qui est possible aujourd'hui en mode cloud computing, aussi bien avec le SaaS que vous connaissez, où vous allez payer des utilisateurs plutôt par mois, que pour la partie IaaS et PaaS, infrastructure as a service et plateforme as a service, où là vous allez payer à l'heure ou au mois des ressources informatiques. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir les payer en OPEX plutôt qu'en CAPEX, c'est-à-dire que plutôt que de faire des investissements en fonds propres, donc ça dépend après si c'est des sociétés qui sont cotées, etc. Je sais qu'il y a des subtilités financières que je ne maîtrise pas, mais il est intéressant d'envisager d'un point de vue financier le fait de payer des ressources informatiques en budget opération plutôt qu'en fonds propres. Donc payer en OPEX plutôt qu'en CAPEX. Donc voilà, là on a vu en détail les différentes couches du cloud computing et le fait que Windows Azure est la couche cloud computing de Microsoft sur la plateforme as a service. Et c'est là qu'on va se concentrer pour l'heure qui suit, pour être sûr de bien voir en détail de quoi on parle et ce qu'on propose. Donc la plateforme as a service, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est le fournisseur qui monitore les ressources pour vous. Donc on regarde ce qui se passe. Si ça ne va pas, on les arrête et on en redémarre d'autres. Et c'est le fournisseur qui va manager les ressources pour vous, qui va faire le Windows Update, qui va maintenir SQL, etc., etc. Donc vous allez pouvoir vous concentrer sur votre application et ne plus vous préoccuper des serveurs, des machines virtuelles, du stockage, etc., etc. Vous allez avoir une application qui sera toujours up-to-date, même si pour des besoins techniques, on gère le versionning. Donc si vous avez validé une application pour une version de Windows Azure, on vous permet d'arrêter Windows Azure à une certaine version pendant un certain temps, et puis après de passer à la version suivante. Mais le but, c'est plutôt de développer une application pour Windows Azure qui soit indépendante de l'OS et qui puisse vivre avec les mises à jour automatiques de Windows Azure. Comme ça, vous avez un environnement en permanence à jour et complètement géré par Microsoft pour vous. C'est un environnement évidemment qui est prêt à l'emploi. Quand vous arrivez sur le portail azure.com, vous allez pouvoir demander à ce qu'on vous prépare des instances et à ce qu'on vous les mette à disposition dans les 10 minutes, dans les 15 minutes, pour du Windows Azure et du SQL Azure. Tout est standardisé, tout est automatisé, donc c'est là où on a des grandes économies d'échelle. Et tout est prévu pour pouvoir résister au mieux à tout type de panne. Et tout est load balancé, tout est prêt pour sauvegarder vos données. En fait, on triplique les données, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez vous concentrer sur votre valeur, qui est le fait d'apporter le service qui était prévu pour les personnes qui vous l'ont demandé. Donc le but, c'est vraiment de dire, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre application et bénéficier d'un environnement automatisé dont vous n'avez pas besoin à vous occuper. Et ça, c'est toute la valeur de Windows Azure. C'est le fait de utiliser ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, parce que ce n'est pas tout à fait net.
et de pouvoir vous reposer sur Microsoft pour pouvoir vous préoccuper plus de vos datas et de votre application. C'est assez clair? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette partie-là? Vous voyez bien maintenant le IaaS, le PaaS, le SaaS? Oui? D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que la plateforme, concrètement, Windows Azure? La plateforme Windows Azure, elle est aujourd'hui composée de 4 éléments. Elle est composée de Windows Azure, SQL Azure, Windows Azure App Fabric et Windows Azure Marketplace. Ces 4 éléments sont disponibles 24 heures sur 24 via le portail pour vous permettre de développer des applications. Avec la plateforme Windows Azure, on a un scénario développeur et interopérabilité extrêmement intéressant parce que vous pouvez capitaliser sur les compétences existantes que vous avez et vous pouvez développer une application, pas que en .NET, évidemment, c'est bien, voire même c'est mieux, évidemment, si vous développez en .NET, en Visual Studio, etc. Mais vous pouvez aussi développer une application en Java pour Windows Azure. Vous pouvez développer une application en PHP pour Windows Azure. Vous pouvez même faire du Python, du Ruby, du Tomcat, du MySQL, du Apache, etc., etc. Tout ça, ça fonctionne sur Windows Azure. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il faut évidemment que vos développeurs se familiarisent avec le paradigme du cloud, comment on fait pour développer une application en mode cloud. Il faut aussi regarder comment on fait pour développer une application pour Windows Azure, parce qu'il y a quelques petites contraintes. Vous imaginez bien qu'un environnement comme ça, automatisé comme ça, où c'est Microsoft en fait qui administre les serveurs pour vous, bon, évidemment, il y a quelques petits trucs qu'il faut regarder pour savoir comment ça fonctionne, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir développer avec vos compétences. Et vous allez avoir accès à du compute, donc la partie traitement ici dans Windows Azure, donc des processeurs qui tournent pour vous, qui sont là, dispo à la demande pour faire du calcul. Vous allez aussi avoir accès à du stockage. Il y a 4 types de stockage dans Windows Azure. Des tables, donc c'est de la donnée un petit peu organisée, c'est pas du relationnel, mais ce sont des tables. Des blobs, donc hop, je veux stocker plein de fichiers, de la vidéo, de la photo, des messages, etc. Des queues, pour pouvoir gérer l'ensemble des tâches que je veux faire dans l'ordre, etc. Et un stockage persistant, donc j'insiste, Windows Azure, c'est géré par Microsoft. C'est monitoré par Microsoft. Pour que vous n'ayez pas à vous en occuper, pour qu'on vous rende le meilleur service possible. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si on voit que votre application ou votre site web, il y a une boucle infinie qui part dans 2IS et ça part en live, etc., c'est nous qui allons le voir et on va tuer votre application et on va vous redémarrer un Windows Azure à côté et on va redéployer votre application dessus. D'accord? Donc, tout le stockage dans Windows Azure, dans les instances Windows Azure, n'est pas persistant puisque c'est nous qui décidons quand on veut l'écraser au besoin ou quand on veut faire un Windows Update, c'est nous qui allons éteindre une de vos instances, faire le Windows Update et en redémarrer une. Donc, les 3 stockages que je viens de citer, les tables, les blobs et les queues, ne sont pas persistants. Et on a un stockage persistant qui s'appelle le Windows Azure Drive, qui est, entre guillemets, pour moi qui suis commercial, l'équivalent d'un disque dur USB que je brancherai derrière mon serveur, et qui est accessible avec un C2 points, etc., donc un chemin d'accès réseau, et qui me permet d'être persistant, lui. Donc lui, c'est là-dessus que je vais pouvoir stocker mes données. SQL Azure, c'est la première base de données relationnelle disponible en mode cloud. Au début, les prospects et les clients sont concentrés sur Windows Azure, c'est Windows, donc je dirais presque mécaniquement, c'est là qu'on va en premier. Et aujourd'hui, on voit un intérêt au moins équivalent pour SQL Azure que pour Windows Azure. Pourquoi? Parce que, apparemment, moi je ne suis pas technique, mais apparemment SQL Azure, c'est extrêmement performant. C'est une base de données qui va accepter automatiquement la montée en charge. C'est-à-dire que nous, Microsoft, on va changer le type de machine dont votre base de données a besoin en fonction de son niveau de sollicitation. Donc les I/O, donc plus elle est sollicitée, plus nous, on va adapter les machines pour pouvoir répondre à votre besoin. Et vous allez vous concentrer sur votre schéma de table et sur vos données. Et puis, on est en train, en bêta, donc base de données relationnelle disponible en production aujourd'hui. On est en train en bêta d'avoir Reporting Services et on va avoir la partie administration qui viendra dans quelques mois. Qu'est-ce que c'est que Windows Azure App Fabric? Windows Azure App Fabric, c'est un constituant extrêmement intéressant de la plateforme Windows Azure. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est très différenciant et qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout, d'acteurs qui permettent de proposer ce genre de solution.
avec Windows Azure App Fabric, vous allez pouvoir utiliser l'authentification que vous avez déjà mise en place, soit via des sites web avec du single sign-on, reprendre la partie Facebook, reprendre la partie Hotmail ou Passport, etc., ou Live que vous utilisez, voire même reprendre l'authentification d'entreprise d'un AD existant. Typiquement, je vais développer une application de note de frais qui tourne sur Azure. J'avais une application de note de frais en interne, et moi, Arnaud Kstache, j'ai des droits dans l'AD qui dit que j'ai le droit de déclarer mes frais dans cette application, mais je ne suis pas le manager d'Antoine, donc je n'ai pas le droit d'approuver la note de frais d'Antoine. J'ai tous mes droits qui sont dans mon AD. Et bien automatiquement, avec App Fabric, on va pouvoir, via un échange de claims, etc., là ça dépasse mes compétences, mes petites compétences techniques, mais on va pouvoir, via ADFS-V2, reprendre les droits de l'AD et les répliquer, les synchroniser dans le cloud avec votre application sur Windows Azure. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Le deuxième point, c'est la partie connectivité, qui est un petit peu plus à gauche, qui est le fait qu'avec App Fabric, on va pouvoir connecter une application on-premise, une application dans le data center du client, dans votre data center, avec des composants ou une autre application dans Windows Azure. Donc on va pouvoir créer un tunnel, notamment avec maintenant quelque chose qui s'appelle Windows Azure Connect, qui est le moyen de faire du VPN entre votre data center et Windows Azure. Et donc, on va pouvoir avoir des composants ou des applications qui vont s'exécuter dans Windows Azure et qui vont venir renforcer une application existante. Typiquement, je reprends mon éternel exemple de la note de frais. J'ai une application de note de frais que j'ai développée et je rachète un de mes concurrents qui est quasiment la même taille que moi. Donc, il va falloir uniformiser les process. On va prendre mon application de note de frais. Donc, il faudrait que je rachète 5 serveurs. Mais en plus, mon application de note de frais, elle est élastique parce qu'on déclare les frais entre le 25 et le 31 du mois plutôt, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Si je prends beaucoup de serveurs, ils vont me rester sur les bras, ils ne me serviront à rien. Donc, avec la plateforme Windows Azure, je vais pouvoir, par exemple, dire, je vais redévelopper mon front pour cette application pour Windows Azure. Je garde mon application on-premise, chez moi, telle qu'elle est. Je vais développer un front pour Windows Azure. Et entre le 25 et le 31 du mois, grâce à App Fabric, je vais connecter mon front dans Windows Azure à mon application on-premise. Je vais faire du load balancing de DNS, donc je vais dire les 1000 premières personnes qui arrivent, elles vont sur mon application on-premise, et tous les autres, ils vont sur Windows Azure. Et en fonction de mes besoins, je rajoute des instances Windows Azure entre le 25 et le 31, et puis le premier, je ferme, j'arrête de payer Microsoft, c'est sympa, merci, j'en ai plus besoin. Vous avez répondu. Vous avez délivré le service dont j'avais besoin. Maintenant, entre le 1er et le 25 du mois, mon application d'avant et mon infrastructure d'avant, elle suffit largement. Donc voilà. Donc on est capable de faire des applications hybrides qui vont tirer profit du meilleur de ce que vous avez déjà ou de ce que vos clients ont déjà et de la partie cloud. On va pouvoir, entre guillemets, cloudiser, pour être super français, des applications. Et ça, ce sont vraiment des scénarios extrêmement intéressants. On a aussi aujourd'hui, dans la plateforme Windows Azure, c'est la partie caching que vous voyez ici, un CDN, donc un Content Delivery Network, un réseau qui permet de faire du cache de contenu sur Internet et de dire, voilà, aujourd'hui, avec Windows Azure, chez Microsoft, on a 6 data centers dans le monde. Il y en a 2 aux US, il y en a 2 en Europe et il y en a 2 en Asie. Vous, au Maroc, si vous utilisez Windows Azure, vous allez consommer des applications qui sont installées soit à Dublin, soit à Amsterdam, puisque ce sont les 2 data centers qui sont aujourd'hui disponibles pour la plaque Europe-Afrique. C'est bien, mais c'est peut-être un peu loin, etc. Avec le CDN, on va pouvoir faire du cache et amener le contenu d'une application, s'il est fréquemment utilisé, plus près des utilisateurs, vers un des 22 points de sortie que Microsoft propose aux utilisateurs de la plateforme Azure. Donc ça peut être intéressant de voir par rapport à vos utilisateurs ou aux utilisateurs d'un grand groupe, par exemple, qui auraient des utilisateurs dans plusieurs pays, quels sont les points de sortie de Microsoft et est-ce que je ne peux pas utiliser le CDN pour pouvoir être plus confortable et proposer une meilleure expérience à mes utilisateurs. La partie Windows Azure Marketplace, aujourd'hui, elle a été annoncée de 2 manières, et une marketplace d'applications et de fournisseurs de services. Donc on référence sur une marketplace des applications d'éditeurs de logiciels qui construisent des applications qui tournent sur Windows Azure, et aussi les partenaires intégrateurs qui développent des applications custom pour les clients. Ça, c'est la partie application. Et on a une autre partie qui s'appelle Data Market. Data Market, ça c'est live aujourd'hui. C'est
extrêmement intéressant parce que c'est le fait de proposer à qui veut d'aller exposer ses données, gratuites ou payantes, sur une plateforme cloud et de les rendre consommables à volonté par qui est intéressé pour venir enrichir sa réflexion, son travail, sa business intelligence. Je m'explique. Dans Data Market, aujourd'hui, il y a des données de la NASA, il y a des données de Esri, que vous connaissez peut-être, qui est un cartographe, qui fait des cartes, etc. Il y a des données de l'équivalent de l'INSEE, donc de l'organisme démographique américain. Il y a des données de tout un tas de fournisseurs de data qui sont aujourd'hui disponibles soit gratuitement, soit en mode payante. On a même développé un petit composant pour pouvoir consommer ces données, qui est un composant Excel, donc qui, j'ai pas eu le temps de le faire, mais qui potentiellement me permettrait peut-être même à moi d'aller choisir dans Excel un fournisseur de données et de dire, voilà, en fonction de mon chiffre d'affaires et en fonction de mes ventes de shampoing, est-ce que les femmes de plus de 50 ans qui ont un revenu ci, etc., machin, sont potentiellement plus enclins à acheter ci que ça, etc. C'est parce que ces données, je les ai pas. Et bien là, je pourrais les avoir instantanément en les payant en utilisation à la demande ou en les ayant gratuitement via ce data market. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui est aussi extrêmement plébiscité. On est très positivement étonné par l'accueil et par l'envie qu'ont beaucoup de gens aussi bien de déposer leurs données que de les utiliser. On a lancé ça évidemment aux États-Unis dans un premier temps, donc ça c'est souvent l'avis chez Microsoft. Donc c'est disponible aux États-Unis, c'est disponible aussi si on veut consommer dans d'autres pays. Par contre, les autres fournisseurs de données ne sont pas encore dans cette plateforme, donc on n'a pas encore de fournisseurs français, marocains, etc. Mais ça, ce sont des choses qui vont énormément se développer. Évidemment, la plateforme Windows Azure est disponible en mode web. Pour les personnes comme moi qui ne sont pas très techniques, c'est pratique parce que j'ai un ami qui a pu me donner un peu de code et puis hop, j'ai uploadé mon code sur la plateforme web, il y a un web développeur et tout. Mais c'est aussi disponible via des API qui vous permettent de développer des applications et de parler directement à la plateforme via ces API. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Quels sont les différents workloads qui font du sens pour le cloud? Donc ça aussi, c'est une diapositive qui est assez connue, qui Damien m'a dit qu'il l'avait jouée aussi hier matin. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais c'est intéressant de voir que on a 4 types de workloads qui, pour nous, font du sens financièrement. Le message est clair chez Microsoft. Tout ne va pas aller dans le cloud. D'accord? Il y a des fournisseurs, évidemment ceux qui sont que des fournisseurs Internet, ils n'ont pas trop le choix que de dire ça. Il y a des fournisseurs qui disent qu'il faut tout mettre dans le cloud. Nous, on pense que c'est foncièrement une erreur, pour la simple et bonne raison, c'est que tous les scénarios, ne serait-ce que financièrement ou techniquement, ne font pas du sens en mode cloud computing. On a parlé de scénarios hybrides qui peuvent faire du sens. Il y a des scénarios qui font plus de sens en étant utilisés à la maison. Et la beauté du modèle avec Windows Azure, c'est que je vais même pouvoir décider, quand j'aurai développé une application pour Windows Azure, je vais pouvoir décider de là où je vais exécuter ce code. Avec Microsoft, vous allez pouvoir dire, j'ai développé une application suivant les contraintes Windows Azure. Et bien cette application, je peux la faire tourner sur Windows Azure pendant la courbe de gestion de la croissance de l'application, donc pendant le début de sa vie, et ça m'arrange bien, parce que c'est toujours difficile à gérer. Et puis après, si je vois qu'elle arrive à maturité et que j'ai une utilisation flat de l'application, eh bien je vais pouvoir rapatrier l'application via AppFabric et la faire exécuter sur Windows Server, chez moi, si d'un seul coup je récupère 5 serveurs, ou la faire exécuter chez un hébergeur. Donc on a le choix du lieu d'exécution de son code. Et ça, c'est vraiment un des messages clés. Si je reviens sur mes différents types de workloads qui font du sens, le premier, c'est le fait d'avoir une application qui n'a pas une consommation ou une utilisation permanente. Donc je vais faire des traitements batch, je vais faire des gros calculs, ce qu'on peut appeler du technical computing ou du high performance computing. Je vais avoir besoin de 500 serveurs pendant une semaine pour faire un calcul pharmacie, biotechnologie, peut-être même nucléaire, etc., etc. Comme on est capable d'anonymiser la donnée, on est capable de décorréler la donnée de ce qu'elle veut dire. On peut envoyer la donnée dans une architecture cloud, la faire tourner, faire des calculs, la récupérer et la réconcilier pour savoir quels sont les résultats du calcul, ce qu'ils veulent dire. Donc ça, par exemple, c'est du traitement batch. Un site web, une campagne web, j'ai besoin de 5 serveurs pendant 2 mois, mais après, j'en ai plus besoin. Bon, ça aussi, c'est du on-off, c'est intéressant. La gestion de la croissance de l'application, j'en ai déjà longuement parlé, je ne vais pas revenir dessus.
Franchement, je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment du sens en mode cloud computing. Et puis après, il y a tout ce qui est pic de charge. Donc le pic de charge prévisible et le pic de charge imprévisible. Le pic de charge imprévisible, je prends toujours cet exemple qui est un petit peu moyen, mais au moins qui marque les esprits, c'est le décès de Michael Jackson. Bon, ben ça, on s'y attendait pas. Les sites comme Google, comme MSN, comme Amazon ont vu des pics de charge énormes, imprévisibles, et soit c'est des magasins en ligne qui n'ont pas de commerciaux et de magasins physiques, donc si le site ne répond pas, eh ben, ils perdent des ventes, soit ce sont des sites qui gagnent de l'argent avec de la pub, et si le site ne répond pas, ils perdent des ventes. Donc ils ont besoin de pouvoir répondre à n'importe quel pic, à n'importe quel moment. L'avantage avec le cloud, c'est que plutôt que de me dire j'achète 1 million de serveurs chez moi, comme ça, si mon site y marche, je pourrai toujours répondre. Ouais, il faut avoir un petit peu de fonds. L'avantage avec le cloud, c'est que je n'ai pas besoin d'avancer les fonds. Vous avez 1 million de serveurs ou N serveurs chez Microsoft, et ils sont disponibles pour vous. Avec les API ou le portail web, vous allez les instancier quand vous en avez besoin. Vous comprendrez aisément que la partie pic de charge prévisible, ça va être tout ce qui est les soldes, par exemple, ça va être tout ce qui est aussi, non pas que sur le web, mais aussi en mode business, la déclaration des taxes, les impôts, les notes de frais, les revues de fin d'année, les entretiens de fin d'année, etc. Toutes ces choses qui sont cycliques, qui sont prévisibles et qui demandent des ressources supplémentaires sur un laps de temps qui est réduit. Quelques exemples un peu plus concrets. Le fait de créer, par exemple, des campagnes marketing, j'en parlais, avec Windows Azure, vous allez pouvoir avoir un go-to-market, vous allez pouvoir développer votre site et le mettre disponible pour vos utilisateurs beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que toute la partie infra, OS, licensing, mise en place, toutes ces choses techniques, pas besoin. Vous vous concentrez sur développer ou faire développer votre site, et après, un quart d'heure après, il est disponible sur Internet. Si jamais ça marche bien, vous pourrez augmenter ce dont vous avez besoin pour que ça tourne. Si vous avez des flux saisonniers, si d'un seul coup, à Noël ou à la Saint-Valentin, ou etc., vous avez besoin de plus de ressources, hop, pas de problème, vous pouvez adapter à la demande. Les sites web communautaires, tout ce qui va être extranet, tout ce qui va être sites sociaux, etc., ça fait du sens. Le fait de stocker de la donnée, c'est extrêmement intéressant parce que si vous parlez à EMC, par exemple, et vous dites, ben voilà, j'ai 400 Tera de stockage à mettre, mais c'est du stockage d'archivage, et tous les ans, je veux enlever une année. J'ai 15 ans de stockage, 400 Tera, mais tous les ans, je vais en enlever. C'est un peu difficile de dire à EMC, je vous rends une lame tous les ans. En général, ils n'accepteront pas. Quand vous allez stocker ça en mode cloud, vous allez dire, voilà, aujourd'hui, il me faut ça. Et à l'avenir, il me faut ça. Et l'année d'après, il me faut ça. Et tout ce que j'ai plus besoin, je ne le paye plus. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec Windows Azure, c'est que c'est une plateforme de stockage, aussi bien de fichiers multimédia que de fichiers standards, mais c'est aussi une plateforme d'exécution. Donc vous allez même pouvoir créer des petites applications ou des grosses qui vont aller consommer votre stockage si vous voulez par exemple pouvoir proposer à des utilisateurs de faire du search sur de l'archivage. Ça peut être extrêmement intéressant. On peut aussi faire, c'est tout nouveau d'ailleurs, c'est à moins d'un mois, du smooth streaming. Donc on peut utiliser Silverlight sur Windows Azure dans un site web, et on peut aussi utiliser la partie smooth streaming, donc le fait de pouvoir envoyer du contenu vidéo adapté à la bande passante de l'utilisateur de manière automatique. Je vais stocker un fichier vidéo encodé sur Windows Azure et je vais pouvoir aller distribuer la vidéo aux utilisateurs en fonction de leur bande passante avec une qualité qui correspond à leur bande passante. On peut aussi évidemment imaginer des environnements de développement dans Windows Azure. Ça, c'est aussi un point qui est extrêmement intéressant. Quelques exemples concrets de ce qu'on a fait l'année dernière sur Windows Azure. On a travaillé par exemple en France avec Coca-Cola Zero et Ubisoft, et on a mis en place une campagne autour d'une chasse au trésor sur Bing Maps, la partie cartographie en ligne de Microsoft. Et on a fait une campagne sur 2 mois pour pouvoir adresser les besoins de Coca Zero et Ubisoft. C'était mars-avril. Et puis le 25 mai, ils nous ont dit on veut relancer maintenant. C'était pas compliqué, on avait toujours le code, on avait toujours le site web, on avait juste à le remettre en ligne. Et Sega est venu nous voir et a dit est-ce que vous avez fait Coca, on voudrait faire la même chose. Surtout Ubisoft, on voudrait faire la même chose. On a pu lancer la même campagne en même temps. On avait le code, on avait les machines, il n'y a aucun problème. Locad est une start-up en France. C'est des gens extrêmement brillants qui sont 6 et qui ont mis en place, en fait ce sont des mathématiciens qui sortent de l'école normale supérieure et qui sont des statisticiens
qui ont mis en place un logiciel de calcul de prévision de vente pour la grande distribution. Aujourd'hui, ils ont Casino comme client, ils ont Oscaro. En France, Oscaro, c'est le site e-commerce numéro 1 des pièces détachées automobiles, qui est en train de devenir aussi leader en Europe. Pour Oscaro, ils gèrent les 10 000 plus grosses références. Et ils leur disent, voilà, il faut que vous ayez chaque jour tant de pare-chocs avec telle référence, tant d'essuie-glaces avec telle référence, tant d'optiques de phare de telle référence. Et pour Casino, tous les soirs, ils viennent chez Microsoft, ils vont sur azure.com, frappent à la porte. Bonjour Microsoft, on aurait besoin de 250 instances. Donc là, ils utilisent 250 instances, ils nous ont fait la demande, maintenant avec les clients qu'ils ont, pour pouvoir utiliser 500 instances. Ce qui est délicat dans cette histoire, c'est qu'ils utilisent les instances 2 heures par jour. Donc ils les prennent à 22 heures, ils les instancient en parallèle, donc ça prend 10 minutes. Ils déploient leur logiciel dessus, ça prend 10 minutes. Ils uploadent les datas de Casino, d'Oscaro, etc. Ils crunchent les données, ils font les calculs de statistiques. Quand tout est prêt, ils ferment tout, ils rendent les instances à Microsoft, ils disent Microsoft merci, au revoir. Ça a pris 2 heures. Ils ont récupéré leurs data, ils les envoient à leurs clients, et à 5 heures du matin, les chefs de rayon chez Casino, ils savent que pour le Casino de Saint-Étienne, tel jour, en fonction de s'il a neigé le 1er novembre, et si c'était un lundi, s'il y avait des promos, il faut 3 yop au chocolat, ou il faut 2 sablés, machin, etc., etc. Et ça, pour les 20 000 références des hypermarchés Casino, ou pour les 10 000 références d'Oscaro, tous les jours. Donc ils sont en train de passer de 250 à 500 instances pendant 2 heures tous les soirs. 3M avait une compétence spécifique d'analyse du regard. Donc quand on vous présente un objet, ils sont capables d'analyser avec des caméras, etc., où est-ce que vous posez les yeux. Et du coup, c'est une intelligence qu'ils avaient mise en mode logiciel, et ils voulaient la mettre à disposition de leurs clients. Et bien, comme un éditeur de logiciels, ils ont développé un logiciel SaaS, Software as a Service, sur le PaaS de Microsoft, sur Windows Azure. Donc ils ont développé leur appli, ils la font tourner sur Windows Azure, et ils la mettent à dispo de leurs clients via Internet, via un browser, pour que les designers qui sont chez leurs clients puissent bénéficier de cette intelligence. RiskMetrics, c'est un éditeur de logiciels anglais qui a développé une application d'analyse de risque financier. En gros, quand je vais créer une nouvelle SICAV, un nouveau fonds, pour savoir si il va être intéressant financièrement pour moi, banquier, il faut que j'envisage tous les scénarios, c'est-à-dire l'évolution de toutes les actions ou de tous les indices financiers de manière différente tous les jours. Et que je compare toutes ces utilisations et que je vois si j'ai plus de X% de chances de succès pour gagner de l'argent avec ça. Cette solution de RiskMetrics, c'est 2000 instances Windows Azure qui tournent pour faire les calculs. Donc, toutes ces solutions-là, aujourd'hui, elles tournent sur Windows Azure. Windows Azure, ça a été 1 an de bêta, de fin 2008 à fin 2009, et depuis le 4 janvier 2010, donc depuis quasiment 1 an, c'est en production. Donc, ce n'est pas quelque chose que, oui, on verra demain, etc. C'est quelque chose qui est disponible. Alors, ce n'est pas quelque chose, malheureusement, qui est encore commercialisé au Maroc. Après, si vous avez dans des antennes de votre société qui sont dans d'autres pays, peut-être que vous pouvez l'acheter dans ces pays-là, mais de toute façon, vous pouvez l'utiliser au Maroc. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. D'autres exemples très concrets que j'ai fait hier, la partie MSN chez Microsoft France a développé une petite application, et c'est là où on voit l'importance de la chose, et c'est là où il y a un des grands messages du cloud computing, c'est le cloud computing donne aussi maintenant le pouvoir à l'informatique fonctionnelle. C'est-à-dire que là, c'est une équipe marketing de Microsoft France, chez MSN, qui a développé en Silverlight avec un outil qui s'appelle Power Pivot, une petite vitrine de ce qu'ils peuvent faire pour un client. Donc, ils ont mis en place un site web dans lequel ils référencient toutes les campagnes qu'ils savent faire, toutes les campagnes types qu'ils savent faire. Il y a des campagnes vache qui rit, là je voyais une pub vache qui rit sur un bus ce matin. Il y a des campagnes avec Messenger, il y a des campagnes pour des films, etc., etc. Et à gauche, ils ont mis en place des filtres tout bêtes par type de business, par vertical, par industrie, cinéma, agroalimentaire, etc., etc., et par type de campagne en bas. Et du coup, quand je clique, c'est dynamique, ça change et tout. Évidemment, ça c'est un petit site. Tout le monde dans la salle quasiment peut le faire. C'est super simple. Sauf que ça a été mis en place par une équipe marketing, sans passer par la DSI. C'est pas passé par la DSI ni de Microsoft France, ni de Microsoft Corp. Et c'est un outil qui paye avec leur budget marketing.
Ils l'ont même développé eux-mêmes. C'est même un ingénieur, un développeur de l'équipe qui l'a développé. Donc, voilà le changement de paradigme dans lequel on est aujourd'hui avec le cloud computing. Un autre exemple extrêmement concret, vous voyez mes diapositives là avec le nouveau logo en haut à droite qui s'appelle Cloud Power. C'est une campagne mondiale que Microsoft a lancée dans 27 pays. Ça s'étale depuis novembre, là, ça s'est lancé en France hier. Cloud Power, c'est le positionnement de Microsoft sur la partie cloud computing, etc. Et en France, ça se décline notamment avec un site web à la destination de vos homologues, à la destination des décideurs IT. Le site web, on l'a lancé hier. Il est là, et c'est www.microsoft.fr/cloud. C'est bizarre, c'est microsoft.fr/cloud. Normalement, le site Microsoft, c'est microsoft.com/France. Et là, c'est .fr. Et oui, Jean-Christophe Thomas, la personne qui est en charge du web pour Microsoft France, pour tout Microsoft France, il a trouvé que c'était plus simple pour lui et plus pratique de créer son propre site et de payer le site directement avec son budget web sans passer par les US. Donc plutôt que d'avoir les formulaires à remplir, de déclarer qu'il lui fallait X Windows Server, X SQL Server avec les estimations de charges et ci et ça, il est passé par son agence marketing, il a dit vous allez me faire un site sur Windows Azure, voilà ce que je veux comme site, et du coup, il a tout payé en budget marketing, il n'a plus de formulaire, et attention, il n'est pas passé par la DSI. Donc, le cloud computing, c'est pas que un changement de paradigme technique, c'est pas que un changement de paradigme financier, c'est aussi un changement organisationnel où on se rend compte, d'ailleurs nous Microsoft on pousse sur ce leitmotiv depuis des années, où on donne toujours plus de pouvoir à l'utilisateur parce qu'on pense que c'est lui qui a la valeur et c'est lui qui va aller apporter des choses, des services aux clients. Évidemment, on encourage, et moi je rencontre plus de directions informatiques que de directions fonctionnelles, on encourage les directions informatiques à bien se pencher sur Windows Azure, et pourquoi pas à être moteur, et à étudier Windows Azure, à le valider pour l'interne, et à dire, ah ben voilà, pour nous, Windows Azure c'est la plateforme de choix pour tel et tel type d'informatique ou de solutions fonctionnelles, et donc, vous, mes clients internes fonctionnels, marketing, ressources humaines, finance, production, eh bien, on vous propose une palette de services qui peuvent tourner sur Windows Azure, qui sont élastiques, qui sont disponibles à la demande, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit que l'adoption, eh bien, elle est extrêmement forte. On a évidemment un ensemble de partenaires qui utilisent Windows Azure pour leur informatique interne. Pourquoi ? Parce qu'en général, les partenaires, ils sont assez proches de Microsoft, ils sont eux dans l'IT, dans l'informatique en permanence, et donc ils ont compris l'intérêt de Windows Azure. Vous voyez le logo de Locad, dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez un petit peu plus haut à gauche Kobojo, qui est une entreprise que j'ai accompagnée l'année dernière sur Windows Azure, qui est un éditeur de logiciels de jeux pour Facebook. Vous chercherez sur Facebook un jeu qui s'appelle Robots, R-O-B-O-T-Z. C'est un jeu qui tourne sur Windows Azure et qui s'adapte en fait aux demandes automatiquement en fonction des utilisateurs. On voit un certain nombre de grands noms aussi de l'informatique, et puis on voit aussi un grand nombre de clients qui sont déjà consommateurs, utilisateurs de Windows Azure. Donc c'est là encore pas quelque chose qui existera peut-être un jour, mais c'est quelque chose qui est concret. On a essayé de résumer l'ensemble des scénarios qui font du sens sur Windows Azure. Je les détaille dans ces diapositives. De toute façon, vous aurez les diapositives après la présentation. Voilà, on pense que un des premiers scénarios qui fait du sens, c'est le fait de développer une nouvelle application pour Windows Azure. Un autre scénario qui va être intéressant, ça va être le fait d'étendre une application pour Windows Azure, donc faire des applications hybrides, dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a le fait de pouvoir stocker, bénéficier du stockage élastique du cloud computing, donc le fait d'avoir le stockage as a service, puis le fait de pouvoir migrer une application dans le cloud. Donc là, vous avez repris les 5 scénarios qui font du sens, avec des mots un petit peu plus représentatifs des types de scénarios en français. Donc on pense vraiment que ça, c'est les 5 scénarios, les 5 concepts qui vont être moteurs et qui font du sens sur la partie Windows Azure. Il y en a d'autres, donc là j'en ai mis quelques-uns complémentaires, notamment la partie application départementale d'entreprise. Je vais
être dans un grand groupe. Dans un grand groupe, souvent, soit dans une agence, soit dans une filiale, soit dans une entité tierce, on va avoir un serveur qui traîne sous un bureau, et puis quelqu'un qui a besoin d'un service. On l'a vu d'ailleurs avec l'adoption du CRM, avec l'adoption de Salesforce. Bien souvent, c'est le marketing ou les commerciaux qui ont dit moi j'ai besoin d'un CRM performant, c'est trop long avec la DSI, ou on n'y arrive pas, ou on est excentré, on est dans un autre pays, on ne nous écoute pas, et ben voilà, je vais sur salesforce.com et j'en achète. C'est chose qui va être disponible avec le lancement de Dynamics CRM Online aussi. Donc, on peut se dire, est-ce que pour des applications départementales d'entreprise, des applications qui vont être en agence ou en filiale, est-ce que moi, à la DSI, au centre informatique, je n'ai pas intérêt à valider une infrastructure avec Windows Azure et à dire au département IT décentralisé ou même aux utilisateurs, dans les agences ou dans les filiales, eh bien, si vous voulez, on peut vous développer une application pour Windows Azure, vous n'aurez même pas à vous occuper du serveur que vous avez sous le bureau, etc., etc. Il y a différents scénarios comme ça qui peuvent faire du sens. J'en ai cité d'autres. Bon, évidemment, le web, ça c'est sûr. La grosse consommation de CPU et de calcul, les sites marketing. Donc toutes ces choses-là sont des choses auxquelles il faut réfléchir et qui peuvent, selon nous, faire du sens en mode cloud computing. Maintenant, un autre point qui est extrêmement intéressant avec Microsoft, c'est le fait que chez Microsoft, on vend de l'informatique et des logiciels B2B depuis 30 ou 35 ans. On pense qu'on a trouvé un modèle qui était plutôt intéressant pour nos clients, puisque ça se passe plutôt bien pour Microsoft, et c'est un modèle qu'on ne va pas changer. Même si le paradigme cloud arrive, même s'il bouleverse notre façon de faire du business dans l'absolu, on sait qu'on ne pourra pas faire ce business sans nos partenaires. Donc, on a construit la plateforme Windows Azure pour qu'elle puisse rendre des services aux clients en direct. Si le client veut aller sur azure.com, il peut consommer des instances, se développer son application, si ça l'intéresse, s'il a un département développement, et utiliser du Windows Azure pour faire tourner une appli qu'il a développée. Le client peut aussi faire appel à un partenaire intégrateur et dire, ben voilà, nous on voudrait du Azure, c'est nous qui allons le payer, on va sur la plateforme Azure et on le paye. Par contre, vous, partenaire intégrateur, est-ce que vous pourriez me développer une appli qui tourne sur Windows Azure pour me rendre mon fameux service de note de frais, me mettre en place mon système d'entretien annuel, etc., etc. Ça, c'est aussi possible. Une autre façon qui est possible, c'est de dire, ben voilà, moi je suis éditeur de logiciels, je vais développer une application SaaS que je vais faire tourner sur Windows Azure. Et du coup, les clients viendront consommer mon application SaaS qui tourne sur Windows Azure, mais c'est moi le partenaire qui consomme le Windows Azure et c'est transparent pour le client, c'est un peu de la marque blanche, le client il n'est même pas censé le savoir. Moi, je lui fournis un service qui fait ça, qui fait par exemple de la note de frais en ligne, j'en sais rien moi, et moi j'ai décidé en tant qu'éditeur de le faire tourner sur Windows Azure. Donc on a tous ces modes-là qui sont tout à fait possibles et la plateforme Windows Azure elle est faite pour ça et elle fonctionne extrêmement bien pour pouvoir rendre tous ces services entre Microsoft, les partenaires et les clients. Pardon. Maintenant, je vais aborder la partie pricing et engagement de service de Microsoft sur la plateforme Windows Azure. Aujourd'hui, la plateforme Windows Azure, donc ça je ne vais pas m'attarder, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ce n'est pas encore disponible au Maroc, mais sachez que la plateforme Windows Azure, elle est consommable aussi bien en mode presque imprévu, ce que les Américains appellent ça pay as you go, ou alors ils ont un super terme marketing qui s'appelle le pay as you grow, c'est-à-dire plus vous avez de croissance, plus vous allez payer, mais ça correspond à votre croissance. Et là, vous allez pouvoir aller sur le site azure.com, mettre votre carte bleue et dire bonjour, moi je veux telle ressource, j'en ai besoin pour mon application maintenant, je mets ma carte bleue, facturez-moi à la fin du mois, et de toute façon, quand j'en ai plus besoin, j'arrête, donc il n'y a pas de problème. Donc pour ça, il y a un prix, je dirais, catalogue qui est disponible. Vous pouvez aussi utiliser Windows Azure à la consommation, donc en mode imprévisible, et vous pouvez aussi être facturé. Ce n'est pas que à la carte bleue. Après, il y a le mode, je dirais, abonnement. Le mode abonnement, c'est quoi? C'est le fait de dire, bon, moi j'ai développé mon application de note de frais,
j'ai une entreprise de telle taille, j'ai travaillé avec un partenaire ou avec mon informatique interne pour sizer, pour savoir quelle taille d'infrastructure sur Windows Azure j'aurais besoin. Est-ce que vous pouvez, Microsoft, me dédier 5 instances de Windows Azure et 2 instances de SQL Azure en permanence, parce que ça c'est ce qu'il me faut pour mon application de note de frais. Et puis quand j'aurai besoin d'élasticité, j'irai chercher des choses imprévisibles, c'est-à-dire que je ne pouvais pas prévoir. Et là, en mode abonnement, vous allez pouvoir aller sur le site de Microsoft et dire voilà, moi je suis une entreprise, je vais être facturé, mais je suis prévisible, et donc Microsoft, je vais vous prendre X instances de Windows Azure et X instances de SQL Azure. Et là, en échange du fait que vous soyez prévisible et que vous preniez des instances en permanence pour un mois, eh bien nous, on va vous attribuer une réduction extrêmement importante, puisqu'on parle de réduction entre 46 et 52%. Donc déjà que les prix à la consommation sont intéressants, comparé à aujourd'hui ce qu'on arrive à faire avec de l'informatique on-premise, dans un data center privé, déjà que c'est intéressant, mais là, si en plus vous savez être prévisible et dire moi je veux tant d'instances pour un mois, dans ce cas-là, vous avez des réductions entre 46 et 52%. Et puis, le mode de licence type de Microsoft, donc ce qu'on appelle les licences en volume, le mode Select, le mode accord entreprise, etc., peuvent maintenant recevoir du Windows Azure. C'est-à-dire qu'on peut acheter des références Windows Azure dans les contrats de licence en volume de Microsoft. Combien ça coûte, Windows Azure? Donc, ça peut paraître un petit peu touffu, surtout ça peut paraître un petit peu illisible, non? C'est lisible, non? C'est pas lisible? À peu près. Je ne vais pas vous commenter en détail, je vais vous donner les principes pour que vous compreniez. Parce que là, on est sur un mode extrêmement détaillé. Donc, pour Windows Azure, on va avoir 3 ou 4 composants qui rentrent en compte. Pardon. Le compute, donc le temps processeur. À chaque fois que vous demandez une instance, il y a un processeur qui se déclenche. Et là, on compte par heure. Et on compte 12 centimes de dollars pour une heure. Pour le stockage, à chaque fois que vous allez stocker donc dans la base de données non relationnelle, hein, les blobs, les tables, etc., ça va être 15 centimes du giga par mois. Et puis, sur Windows Azure, pour ce stockage, on va aussi vous facturer les I/O. Donc les read, write, copy, delete. Donc là, c'est aussi un autre prix. C'est les transactions à 0,01 pour 10 000, etc. Et puis la bande passante, qui est un composant pour toute l'offre. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a de la bande passante. J'en parlerai sur la diapositive d'après. SQL Azure, lui, c'est différent. C'est peut-être un petit peu plus simple, parce qu'il n'y a qu'un élément, et c'est ça aussi qui crée le gros intérêt sur SQL Azure, c'est 10 $ le giga. Vous voulez 10 gigas, 100 $. Vous voulez 50 gigas, qui est la limite aujourd'hui, on s'arrête à 50 gigas par base SQL Azure, c'est 500 $. Et vous pouvez faire du sharding, vous pouvez partitionner vos bases pour prendre plusieurs bases de données SQL de 50 gigas au besoin. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le prix est linéaire. Chez nos concurrents, ce qu'on voit, c'est que plus on fait du scale-up, plus on demande à avoir des ressources costauds. Le scale-out, c'est quand je mets tout en parallèle. Le scale-up, c'est quand je fais grossir un serveur. Donc si je fais grossir une base de données, mais en général, les prix sont exponentiels. Là, c'est linéaire. C'est 10 $ 1 giga, 100 $ 10 gigas, 500 $ 50 gigas. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'IO. Par contre, c'est peut-être un peu plus cher, ça dépend des IO que vous avez sur du stockage non relationnel. Donc il y a vraiment un service, une intelligence à créer, que ce soit au sein des DSI ou chez nos partenaires, pour aller faire ces calculs. Donc on a un outil de TCO qui existe, qui est disponible sur azure.com, dans la partie Purchase. Si vous allez sur azure.com, il y a toute une barre avec différents onglets. Dans la partie Purchase, il y a un outil qui s'appelle le TCO Calculator, qui permet de rentrer une application, donc de décrire son application, et ça va vous dire ce que ça coûte suivant tous les composants. Pour AppFabric, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le service bus, le contrôle d'accès, c'est en fonction d'un nombre de messages, etc. La bande passante, elle est facturée au giga qui arrive ou au giga qui sort. Donc quand vous allez uploader votre application ou uploader des datas, vous allez payer 15 centimes le giga. Quand il va y avoir des utilisateurs qui vont utiliser votre application, vous allez payer 15 centimes, je dis 10 ou 15, c'est 10 centimes le giga quand je vais vers Windows Azure, et c'est 15 centimes quand je sors de Windows Azure. D'accord? C'est 3 fois plus cher, c'est 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher en Asie, parce que la bande passante coûte beaucoup plus cher. Sinon, c'est le même prix en Europe et en Amérique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on a une promo qui permet d'avoir les prix, qui permet d'avoir la bande passante gratuite
pendant la nuit, entre 22 heures et 6 heures du matin. Donc ça, c'est pas inintéressant. Voilà ce qui est intéressant de retenir. Donc, pour le pricing de Windows Azure, ce que vous devez garder en mémoire, c'est que c'est modulable et c'est par composant de la plateforme. Les gros composants, c'est Windows, SQL, AppFabric. Et dedans, il y a Compute, Storage, bande passante, blablabla. Ça, c'est ce que je vais payer quand je vais utiliser de la consommation. Je vais sur le site, je ne sais pas ce dont j'ai besoin, je mets mon appli, puis on verra, etc. Si vous êtes prévisible, si vous voulez un abonnement, voilà ce qu'il faut retenir. Une instance Windows Azure, donc c'est-à-dire 750 heures de compute. Dans un mois, il y a 744 heures, 31 fois 24. Ça doit faire 744. Donc on a mis 750, comme ça on est sûr. Donc vous avez 750 heures de compute, donc vous avez un processeur dédié pour vous pendant 750 heures. Vous avez 10 gigas de stockage, vous avez des I/O, vous avez de la bande passante, et ça pour 60 $ par mois. Donc là on se rend compte que vous avez quelque chose qui est automatiquement provisionné pour vous, disponible à la demande, en 10 minutes, que vous allez consommer comme vous voulez, qui va être dédié pour vous, et qui vous coûte 60 $ par mois. Pour l'instant, dans toutes les DSI que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré quelques-unes, croyez-moi, c'est même si on gardait le prix en euros, ce n'est pas des prix qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Si je prends la même chose que le Core, donc une instance Windows Azure, et que j'y ajoute un SQL Azure de 10 gigas, c'est 110 $. Si vous gardez en mémoire le fait que une base SQL Azure de 10 gigas, c'est 100 $, ça veut dire que là, pour 9,95, vous avez Windows Azure. Bon. Donc c'est vraiment des prix qui sont extrêmement intéressants. Je pense que c'est ça ce qu'il faut garder présent à l'esprit. Il y a tout plein de composants. Il va falloir travailler de manière assez sérieuse pour voir ce que coûte une application qui tourne sur Windows Azure. Mais on a des outils pour vous aider. Par contre, gardez présent à l'esprit, une instance Windows Azure, 60 $ par mois. Une instance Windows Azure plus SQL Azure, 110 $ par mois. Quelques exemples. Alors là, bon, c'est pas que j'aime pas trop ces slides, mais ça veut un peu rien dire. On nous demande toujours, oui d'accord, c'est gentil, mais pour mon appli, ça coûte quoi? Votre appli, elle sera spécifique. D'accord? Donc les slides que je montre là, c'est pour se donner une idée, c'est pour essayer de voir. Mais ça parle d'une charge spécifique, d'un site web spécifique et surtout d'une architecture spécifique. Tout ce qui est quelque chose qui est très important dans le cloud computing, c'est comment je vais architecturer mon application. Est-ce que je prends plein de tables dans le stockage de Windows Azure ou est-ce que je prends une base de données relationnelle SQL Azure? Est-ce que ça peut être moins cher de mettre des données non relationnelles mais dans un SQL Azure ou est-ce que ça peut être moins cher de les mettre dans Windows? Et ma bande passante, est-ce que si je garde ma base de données à la maison dans SQL Server, que je la connecte avec AppFabric à mon application Windows Azure, ben peut-être c'est bien, je ne paye pas d'SQL Azure, je paye du SQL Server. Mais par contre, ma bande passante, si j'ai mes données qui fonctionnent en mode synchrone, ça peut me coûter très cher, etc., etc. Donc il y a aussi une grande valeur ajoutée à créer sur la partie architecture, optimisation technique et optimisation financière. Donc là, vous avez une idée pour un type, si vous arrivez à lire, de site web, avec une certaine charge, voilà, avec des tailles d'instances, etc., etc. Une idée aussi pour un coût mensuel d'une application pour un service de paye pour une entreprise. Mais là, c'est pareil, ça va dépendre du nombre de users, ça va dépendre de l'architecture de l'application, etc., etc. Et puis, une idée pour un hub de données pour un service d'inventaire. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est le fait de pouvoir dire, grâce au service bus de AppFabric, je peux créer, c'est un peu comme un Bespoke, je peux créer une plateforme de communication qui est en dehors de mon firewall, qui va me permettre d'exposer des données et qui va permettre à des fournisseurs d'exposer des données, des catalogues, des choses comme ça. Et on va pouvoir tout synchroniser et récupérer à la maison ce dont on a besoin. Et ça, je vais pouvoir le déclencher, par exemple, que pour un inventaire pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines dans une année. Et ça, c'est des choses, vous voyez, qui peuvent coûter très cher en mode hébergé. À chaque fois, ce qu'on avait vu, le cylindre de gauche, c'était le mode hébergé. Après, on a le prix Windows Azure à la consommation. Donc voilà, ça vous donne des idées de prix. Ça vous donne un petit peu, en sachant, je garde toujours cette réserve, qu'il faut prendre une application pour voir concrètement ce qu'elle pourrait coûter sur Windows Azure. Mais ça permet quand même de se faire des idées. Je peux vous dire que
je crois, enfin 100%, je crois, des clients avec lesquels j'ai travaillé ont tous été extrêmement surpris de voir le coût. Le coût est vraiment quelque chose qui est étonnant. Maintenant, c'est pas tout. C'est le travail qu'on fait en amont. Pour les partenaires qui sont dans la salle, c'est les services à valeur ajoutée que vous allez proposer aux clients, aussi bien en partie architecture, conseil financier et mise en place. Sur tout ça, Microsoft s'engage sur de la disponibilité. On est les seuls aujourd'hui à s'engager sur du 99,95% du temps de disponibilité des processeurs. Et après, sur la partie stockage, base de données, contrôle d'accès, service bus, on s'engage pour que tout cela soit disponible à 99,9% du temps. Ce ne sont pas des engagements de temps de réponse, etc., puisque nous, on maîtrise dans le data center, mais on ne maîtrise pas à l'extérieur. Par contre, c'est des engagements de mise à disposition et de disponibilité de la donnée et du temps processeur. Sachant que les SLA aussi nous différencient pas mal sur le marché, puisque si jamais il y a un souci, on ne propose pas à nos clients de redonner gratuitement ce qui n'a pas marché pendant un laps de temps, mais on dit OK, ça n'a pas marché, on vous rembourse. Donc on rembourse, à concurrence évidemment du coût mensuel que le client aurait dépensé sur la plateforme, mais on rembourse ce qui n'a pas consommé, là où le client a eu un outage, a eu un arrêt de service. Avec ça, je pense que j'ai terminé ma présentation. Je pense qu'on a fait un bon tour de la partie cloud computing et de ses intérêts, la partie plateforme de Microsoft, la plateforme as a service Windows Azure, et puis les scénarios et la partie pricing. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle, ou si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, on a 10 minutes là pour faire des questions-réponses. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai des compétences techniques limitées, donc si je n'ai pas la réponse, je vous dirai clairement que je ne sais pas. Mais si je peux apporter un éclairage sur différents points, ça me ferait très plaisir.